Donc nous allons, en arrivant pour parler du deuxième ouvrage de professeur Hassan Rachid, Le Sultan des autres, donc 1987. Donc est-ce que tu peux commencer à nous parler, présenter le contexte d'abord de la production de cet ouvrage, puis tu peux bien évidemment choisir peut-être un chapitre qui te parle pour résumer un peu la problématique de l'ouvrage. D'accord. Alors, le Sultan des autres, le livre Le Sultan des autres, bon, il est imbriqué, il est un peu imbriqué avec le livre Sacré Sacrifice, parce que je me suis également intéressé au Moussem de Sidi Chmarouch, mais en rapport avec le Ma'rouf. Ce que j'ai constaté lors de l'observation de Moussem de Sidi Chmarouch en 1985, c'est la première fois que je l'observe, en 1985, c'est qu'il y a le partage de la viande de la vache chaque année. On partage la viande, et puis mais la viande qui est répartie selon les foyers ou selon les petites familles, je vais parler de cette distinction par la suite, cette viande-là, elle est consommée individuellement et en privé. Et donc ça m'intéressait de voir quels sont les rituels où c'est la communauté qui mange ensemble, et les rituels où la victime qui appartient à la communauté, qui est répartie par la communauté, est consommée individuellement. Donc c'était au début c'était une comparaison avec le Ma'rouf, toujours en termes de consommation, de sacrifices, comment les sacrifices sont consommés. Puis par la suite, je me suis dit, bon, il y a à un moment, on va dire, lorsque j'étais en train de rédiger, peut-être même avant, je commençais à être mal à l'aise avec l'approche structurale. J'avais lu le livre de Jacques Gaudy sur l'écriture, sur l'effet de l'écriture, la raison graphique, en anglais The Domestication of the Savage, et je commençais à m'interroger sur l'écriture, sur la pertinence de décrire une culture en deux colonnes, avec des oppositions relativement tranchées, rigides. Est-ce que les gens pensent comme ça en termes de colonnes? Est-ce que c'est moi qui introduit une raison graphique? Donc je commençais à être relativement mal à l'aise là-dessus. Et donc si je continuais surtout avec le Sultan des autres, avec le Moussem de Sidi Chmarouch, les enjeux économiques étaient beaucoup plus clairs, les conflits étaient beaucoup plus clairs que ne l'était le Ma'rouf. Je suis content de l'avoir fait, et je le dis toujours à mes étudiants, lorsque les choses se compliquent dans une thèse, dans un livre, il vaut mieux arrêter. Terminer le premier projet, ne pas imbriquer un sous-projet dans un projet. Donc j'ai arrêté au Ma'rouf, même si je les compare avec Sidi Chmarouch, et je me suis dit, cette question-là, le Moussem mérite un livre à part. J'aurais pu mettre les deux dans ma thèse. Alors j'ai commencé en 85, j'étais obligé de l'observer au moins 3 fois, parce que chaque année, il y a un village, à tour de rôle, qui célèbre le Ma'rouf. Donc honnêtement, je devais observer le village A, le village B, le village C, etc. Donc en fin de compte, c'était 4 fois, parce que je considérais que la première observation était une observation qui était faite pour le Ma'rouf et pas pour l'étude du Moussem. Donc 87, 88 et 89, j'ai observé le Ma'rouf. C'est intéressant parce que l'approche est totalement différente. Le Moussem de Sidi Chmarouch, c'est un enjeu économique. Le Ma'rouf, il n'y a pas d'enjeu, donc les gens sont là. Même s'il y a des enjeux, c'est des enjeux vraiment très, très, très bénins. Donc c'est pas. Donc il y avait le sacrifice au sanctuaire de Sidi Chmarouch. Il y avait la question de qui y a droit à ces sacrifices. Traditionnellement, c'était un lignage qui est composé de 5 familles qui s'accaparaient ou qui détenaient les sacrifices pendant une année, sauf
traditionnellement une semaine avant le Moussem de Sidi Chmarouch et une semaine après le Moussem de Sidi Chmarouch. Où c'est la tribu qui monte, qui s'accapare les sacrifices et puis qui collecte de l'orge pour acheter la victime. C'était à l'époque. Et donc, petit à petit, le prix de la victime commençait à augmenter. Et la tribu commençait à dire, bon, il y a l'argent du sanctuaire, il n'y a pas de raison pour qu'un lignage s'accapare cet argent. Il faudra qu'on revoie un peu les règles de la répartition. Il y avait un conflit qui a duré une dizaine d'années, et le résultat, c'était 4 mois pour la tribu et 8 mois pour le lignage des servants. Mais les membres du lignage des servants disent en rigolant 4 mois pour la tribu, 4 mois pour le lignage et 4 mois pour la neige. Parce que Sidi Chmarouch, il a à peu près 3000 mètres d'altitude. Donc pendant 4 mois, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de pèlerin. Donc c'est le vide, d'après eux. Donc déjà, la question n'est plus en termes symboliques, qui sacrifie, comment sacrifier, quelle est la communauté, qui sont des questions bien sûr qui sont appropriées au Marouf. La question maintenant est devenue un enjeu, la question est en rapport avec un enjeu économique. Ce n'est pas qui sacrifie, comment on consomme les sacrifices, c'est que deviennent les sacrifices une fois abandonnés par les pèlerins. Oui. Bien sûr. Où est-ce qu'ils vont? Il y a une partie qui va vers le lignage avec des règles de tour de rôle entre eux, donc c'est pas la peine de tout détailler. Et puis, il y a la tribu. La tribu a commencé au départ avec 1 mois, puis 2 mois, puis, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 4 mois. Bref, le plus important, c'est, dans le livre, c'est les conflits, c'est expliquer le conflit, mais qui ont des enjeux matériel. C'est pas le sacrifice en tant que symbole, c'est pas le sacrifice en tant qu'accumulant, c'est le sacrifice en tant qu'objet. C'est des bougies, de l'argent, de la viande, etc. Ça, c'est important. Disons, pour moi, pour dire, bon, au moins, ce type de sacrifice me permet de poser des questions en termes sociologiques, en termes de sociologie des conflits, et pas uniquement en approche symbolique, approcher le rituel comme des textes, non, approcher comme un enjeu. La deuxième question qui est très importante dans le sultan des autres, c'est une classification des sacrifices en fonction de la structure sociale. Bien sûr. C'est-à-dire, là où la tribu contrôle les sacrifices, la tribu applique des règles politiques. Par exemple, le partage de la viande, qui se fait chaque année, chaque 3 ans par rapport au village, mais chaque année par rapport à la tribu, qui se fait chaque année, il y a une distinction entre ce qu'on appelle la tasrart, en berbère, le lot, qui est vraiment une traduction presque littérale du mot tasrart, et amagour, qu'on peut traduire en français par les bribes ou par les restes. Donc la tasrart, c'est 3 à 4 kilos plus grande que les bribes. La tasrart, il faut être un chef de foyer pour y accéder, pour y avoir droit. Un chef de foyer, c'est un chef des familles dont le père est décédé. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, jeune chef de famille, avoir une maison autonome, être guide de touristes, avoir sa propre cuisine, son propre revenu, etc. Mais rester au point de vue de la communauté comme étant un chef de second ordre, chef de famille, pas un chef de takat, pas un chef de foyer. Et donc, le rituel permet, et je reviens au texte, dans ce cas, le rituel permet de dégager des notions. Tasrart, chef de famille, les bribes, les jeunes chefs de famille autonomes, dont le père est encore vivant. Par la suite, bien sûr, il y aura des changements, il y aura même des gens qui vont réclamer
à la communauté, même si le père est toujours vivant, à réclamer la communauté de faire partie de la Jama'a et d'avoir la Tasghart, moyennant les contributions, etc., etc. Mais bon, l'essentiel de la règle était la suivante, c'est-à-dire que le rituel exprimait des statuts sociaux. Quand j'ai fait un saut dans la Grèce antique, moi je trouve dans la cuisine du sacrifice, tel que analysé par Marcel Détienne et d'autres hellénistes, que là également, dans la Grèce antique, nous trouvons cette manière de distinguer entre le citoyen et l'étranger, entre l'étranger et le métis, et que le sacrifice était une occasion pour définir ces statuts. Oui. Donc ça, c'est une partie. Mais une partie où, je le répète, c'est l'attribut qui applique des règles politiques. La distinction entre Tasghart et Lou n'a rien à voir avec le sacré. C'est des profane, catégories. mais... Oui, c'est des catégories politiques. Ça n'a rien ni avec le sacré ni avec le profane. Maintenant, quand le lignage contrôle le sacrifice, à ce moment-là, les règles et les catégories de sacré et profane s'appliquent. Alors, lorsque j'assiste au partage de la viande du Moussem de Sidi Chamarouch, qui a lieu 2 jours après le sacrifice, c'est-à-dire quand tous les pèlerins sont déjà partis. Donc, moi, je suis le seul étranger à assister à ces sacrifices, enfin à ces partages. On me donne les bribes. Le frère, on lui donne les bribes. Mais ça, c'est par respect. C'est-à-dire, bon, on ne te donne jamais la Tasghart. La Tasghart, c'est réservé au chef de foyer. Catégorie 2, voilà. Mais quand je suis au sanctuaire, quand j'assiste à des sacrifices, et quand le partage se fait à part égale, il y a 15 assistants, il y aura 15 parts. Il y a 30 assistants, 30 parts. À ce moment-là, j'ai ma part comme les autres. Et c'est la notion de baraka qui prime. C'est-à-dire, chacun doit avoir la même quantité de baraka. Tout assistant doit avoir la même quantité de baraka. Donc, la morale un peu de tout cela, c'est que même ce qu'on appelle le sacrifice sanctifiant est lié à une structure sociale. Pour qu'il y ait une structure sanctifiante, c'est-à-dire basée sur l'opposition sacrée et profane, il faut qu'il y ait une structure, une hiérarchie entre le commun des mortels et un lignage desservant un lignage sacré. Chaque fois qu'il y a un lignage sacré, un muqaddam, une strate, en Inde les brahmanes, d'accord. Chaque fois qu'il y a une structure où il y a des spécialistes du rituel, des spécialistes du religieux et le commun des mortels, il y a de fortes chances qu'on applique l'opposition sacré-profane au sacrifice. Mais ce n'est pas une règle générale, comme l'affirmait Hubert Mons dans leur article sur la théorie de la sacrifice, où le sacrifice est réduit uniquement à une seule catégorie, le sacré et le profane. Donc là, les hellénistes m'ont précédé. Bon, je ne les ai pas lus à l'époque, je les ai lus plus tard. Les hellénistes ont insisté sur on va dire, le sacrifice civique, ce qu'ils appellent le sacrifice. Moi, j'appelle ça le sacrifice politique. Il y a un sacrifice sanctifiant, et il y a un sacrifice politique. Le sacrifice politique, on applique les règles de l'Ajma, les règles politiques, les statuts politiques. Voilà un peu ça. Bien sûr, je suis toujours proche de l'approche structurelle lorsqu'il s'agit du rituel en tant que symbole, en tant qu'expression. La Tasghart, ce n'est pas une quantité de viande, ce n'est pas 3 kilos, ce n'est pas 4 kilos, c'est un statut. Elle exprime un statut, idem pour les bribes, etc. Mais j'ai un peu élargi mon horizon d'études, mon champ d'observation à une autre catégorie de sacrifice que j'ai appelé le sacrifice politique, que les hellénistes appellent sacrifice civique par rapport, qui est politique. Quand on parle de civique en Grèce antique, c'est la politique. Donc, bref, voilà un peu l'horizon tel que j'ai essayé de l'élargir. Par la suite, dans un autre article sur le sacrifice du har, je vais parler d'une autre catégorie de rituel qui est le har, où ça va être en gros l'inversion même du sacrifice basé sur la sacralité. Parce que lorsque
vous êtes en train de supplier un sultan, de supplier un grand fonctionnaire, ou de supplier, je parle de la société traditionnelle, ou une personne influente, vous ne pouvez pas y aller avec une djellaba blanche. Ah. Vous devez vous humilier devant cette personne. Le har, c'est de la supplication, et donc il y a une mise en scène de la supplication. Quand j'ai parlé tout à l'heure de Ta'argiba chez les Zemmour, Ta'argiba, c'est parce qu'on coupe l'argoub du cheval. Les jarrets du cheval, on les coupe pour que le cheval ait cette position humiliée. Et donc, quand tu dis, bon, dans la théorie du sacrifice et du sacré, il faut parfumer la vache, il faut lui appliquer des rituels, il faut la consacrer, la sacraliser, et puis vous avez des rituels où la victime est soit humiliée, soit vraiment mutilée et amputée. Donc, juste pour dire qu'il y a des modèles de sacrifice, il n'y a pas un seul modèle, comme ont essayé plusieurs chercheurs, soit sur le don, soit sur le sacré et le profane, soit sur autre chose, soit sur le rachat. À chaque fois, il y a juste un principe. Moi, je me dis que les humains sont assez inventifs pour ne pas être prisonniers d'un seul modèle de sacrifice. Et que ces modèles de sacrifice dépendent de la structure sociale des fois, dépendent des enjeux et dépendent d'autres facteurs. Donc il y a des modèles, et selon les modèles, les gens vont soit consacrer la victime, comme dans le Moussam de Sidi Maharouch, la victime du Moussam de Sidi doit passer une nuit dans un enclos, il y a des bougies, les femmes viennent un peu la toucher, il y a une procession, elle est parfumée, etc. La victime du Maharouf, c'est une victime profane. Bon, moi j'étais très surpris la première fois quand j'ai vu la personne en train de donner un coup au bouc. Qu'est-ce que... j'ai compris par la suite, bon, c'est pas le prisme. On n'y va pas avec le prisme du Moussem de Sidi Maharouch où la victime est consacrée. Là, c'est une victime comme toutes les autres. Et elle va devenir sacrée une fois égorgée, mais pas avant. Donc essayez tout simplement sur le plan éthique, c'est très important parce que les gens ne sont pas prisonniers, ils sont libres de choisir entre 2-3 modèles. Et des fois, je suis surpris parce que les mêmes personnes qui sont individualistes lors du Moussem d'Issé du Charouch sont collectivistes. C'est les mêmes personnes. Ailleurs. C'est les mêmes personnes. C'est pas un changement de culture. Est-ce que cela, permets-moi de demander juste la question, est-ce que cela permet, demande une forte compétence de description chez le chercheur pour faire attention à ce type de petites choses marginales qui sont là et qui peuvent changer bien évidemment la donne pour comprendre et interpréter le rituel. Oui. Quel est ce degré de description, de compétence, de description, de voir, d'observer? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Bon, à partir de mon expérience, tout ce que je peux dire, c'est que il faudrait pas lâcher une enquête. Moi, je suis hanté par mon enquête. C'est-à-dire que des fois, je rumine tout. Et je dis, hop, là, j'ai raté quelque chose. Je le note, etc. Donc, il y a une certaine régularité dans la réflexion par rapport à un sacrifice ou une enquête, peu importe. Deuxièmement, il faudra écouter les gens. Il faudra tout simplement écouter les gens, parce que lorsque vous écoutez les gens, comme tout à l'heure, quand j'ai dit « Hatil Ma'rouf Ayed », ça peut passer inaperçu pour quelqu'un d'autre. Oui. Mais moi, je suis déjà travaillé par la comparaison. Et donc, je peux capter cette phrase-là, qui est banale pour tout le monde, mais pour moi, et ne l'est pas, parce que j'ai déjà... Et donc, lorsqu'on est honté, lorsqu'on a un protocole, lorsqu'on a un schéma interprétatif, même hypothétique, un plan de travail, lorsqu'on écoute les gens, lorsqu'on fait un travail régulier en termes de lecture, en termes de description, mais également en termes de terrain, on peut capter les choses. Bon, je la capte. C'est quelqu'un qui l'a dit, comme ça en passant.
Donc le degré, le degré, bon, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Le flair, hein, moi je peux pas enseigner comment flairer quelque chose. Donc je peux pas, ou flairer une interprétation. Mais disons les trois principaux, c'est la régularité, porter un projet, ne pas le lâcher. Quand il y a une réflexion, c'est une réflexion continue. Même en 4 ans, c'est une réflexion continue. Bien sûr. C'est une réflexion continue. Quand c'est une réflexion continue, ça te permet à chaque fois de rajouter un morceau, de rajouter à chaque fois un morceau. Et puis les lectures des autres, bien sûr. Moi, j'ai parlé de la Grèce antique, même si je suis arrivé à cela avant la lecture, mais ça m'a réconforté. Ça m'a réconforté. Donc tu as, et puis des fois, l'autre chose, c'est qu'il faudra être présent sur le terrain. Tous ceux qui ont parlé de la Jama'a et qui n'ont jamais assisté à une Jama'a disent n'importe quoi sur la Jama'a. Bien sûr. N'importe quoi. C'est la démocratie berbère. Quand j'assiste, je ne vois pas de démocratie, je vois 3 personnes qui parlent et le reste qui écoute. Qui écoute. C'est pas Donc ça. il y a une domination qui là. Il y a toujours une petite. Mais il faudra être présent. Lorsque, en 1988, j'ai assisté à un Moussem, il y avait un débat sur une personne. Est-ce qu'elle devait avoir la tassarat, l'olo, ou les bribes, ou rien du tout. Parce qu'il était considéré comme étranger. Ni en carrément. Étranger. Alors il se trouve que cet étranger-là, il y avait un oncle, Khalo, un oncle maternel dans l'Assemblée. C'est très important ce que je vais raconter, parce que ça répond à ta question, comment tu peux être réconforté dans ton analyse, mais à partir d'une présence, pas à partir d'un entretien. Bien sûr. Tu étais présent. Et donc, c'était vraiment l'agora grecque. Une question juridique et politique est posée. Comment faire avec cette personne X qui est étranger J'explique les différences. Il est étranger parce que sa mère, qui est du village, est allée se marier ailleurs, décédé, le père décédé, il est retourné au village de sa mère. Et sa mère, il a une propriété là-bas. Donc il irrigue. Quand il irrigue, s'il y a des sanctions, il y avait des sanctions à l'époque, donc il a été sanctionné. On ne sanctionne pas les étrangers. Les étrangers n'ont pas droit à la terre, ils n'ont droit à rien. Et puis, comme il y avait un autre conflit, et comme il avait un troupeau, donc il était obligé, enfin la communauté a obligé tous les détenteurs de troupeaux, petits rumineux, de contribuer au financement des déplacements de la Jama'a, au prorata des têtes du troupeau. Tu as 20 têtes, tu vas payer 20x, 20 dirhams ou 20 fois 2 dirhams ou 3 dirhams. Et son oncle maternel a dit, écoutez, quand c'est chaud, vous le comptez. Quand il s'agit de sanctions, vous le comptez. Quand il s'agit de contribuer au conflit, vous le comptez. Et quand il s'agit de bénéficier de la tasserat, vous ne le comptez pas. Et d'autres ont fait des plaidoiries contraires, il fait partie, etc. Et moi, on me disait, moi j'avais bien sûr mon cahier, je ne le cache pas, j'avais mon cahier, et quelqu'un m'a dit, parce que j'avais la liste de tous les chefs de foyer, pour aller dans la précision de toute la liste des chefs de foyer, celui qui a un père vivant, celui qui a un père décédé, et d'autres informations, marié, pas marié, autonome, pas autonome. Et il m'a dit, tu l'enregistres. J'ai dit non. Moi, je suis chercheur, je suis neutre. Ça, c'est un problème local entre vous. Moi, je ne peux pas enregistrer. Ça veut dire qu'elle demande l'arbitrage à ce moment-là ou... Ah oui, bien sûr. Le chercheur. Bien sûr. Il me dit, tu l'enregistres. Ce n'est même pas l'arbitrage. Tu le comptes. Tu prends, et il fait partie de la liste des chefs de famille. Ils étaient 69 ou 70 à l'époque. D'accord. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas le rajouter. Moi, c'est la Jama'a qui doit le rajouter. Si la Jama'a le rajoute... Toi, tu notes, sinon... Et c'est parti. On n'a plus parlé pendant 3 ou 4 heures de ce cas, jusqu'à la fin, où il a obtenu une tasserat. Finalement. Donc il a obtenu une tasserat, et moi, dans mon livre, j'ai dit, il est devenu citoyen.
C'est comme quand on naturalise un étranger au Maroc, il obtient un passeport marocain, etc. Mais ça se passe au niveau rituel. Ça ne se passe pas au niveau du discours. C'est pas, il y a une charte qui définit qu'est-ce que c'est qu'un citoyen. Non, ça se passe au niveau des rituels. Voilà. Merci.